Merci Ronald. Alors ça c'est une étude CETI, qui est une étude en cours. D'ailleurs c'est un appel pour un ou une étudiante actuelle du DU, parce que c'est un beau sujet d'étude. Il y a du travail à faire qui est un travail de compilation de données et d'analyse de la littérature et aussi de conclusions à tirer. L'origine de cette étude, c'est bien sûr toute l'importance que revêt le diabète comme facteur de risque de la dysfonction érectile, et en partant en fait de ce que je pense être un abus de langage, c'est-à-dire on dit souvent que le diabète est une cause de dysfonction érectile. Alors c'est pas vrai du tout, c'est un facteur de risque, et on verra qu'il y a plusieurs mécanismes, là on peut parler de causes, qui sont responsables de dysfonction érectile. Alors la grande force du CETI, c'est le nombre de malades qui convergent aux 8 rues de Duras, et deuxièmement, l'excellence de l'analyse qui est faite par l'électromyographie pénienne et évidemment par l'échographie Doppler pénien avec test pharmacologique. Juste pour l'année 2021, il y a 91 patients sur 500 et quelques. Le chiffre est là, non il n'est pas là, excusez-moi, qui ont un diabète et qui sont venus consulter pour une dysfonction érectile, pardon, oui, pour une dysfonction érectile ou une maladie de la péronie. Donc j'ai retiré, Ronald, mais on peut en discuter, les patients qui venaient juste pour une maladie de la péronie, en ne retenant que ceux qui avaient un diabète et ou une petite atteinte de la péronie. Tout ça, toutes ces informations, elles sont colligées grâce à une enquête que vous avez montée sur la dysfonction érectile et ce que les patients vivent et ressentent vis-à-vis de cette dysfonction érectile qui a fait l'objet d'une publication à un congrès et qui sera prochainement publiée. Donc la moyenne d'âge, tout ça n'est pas très très intéressant. On va passer cette diapo parce que ce sont les caractéristiques. C'est là, merci beaucoup. Les caractéristiques habituelles de cette population diabétique qui a un peu plus de 50 ans. Ça, ce sont les troubles de l'érection de ces patients qui viennent. Vous voyez que la dysfonction érectile est ancienne chez ces patients. Elle est de l'ordre de 5 ans, mais ça, c'est un petit peu dû à l'errance diagnostique ou à l'absence de prise en charge antérieure de cette importante question à la fois personnelle, de couple, mais aussi de santé des personnes, et que la durée du diabète est quand même prolongée, elle est de 8,4 ans en moyenne. L'atteinte fonctionnelle par le score d'érection, de dureté d'érection, le HS, vous le voyez. Alors, c'est l'occasion peut-être pour les étudiants du DU de montrer qu'on aime bien décliner l'interrogatoire sur l'érection matinale, sur l'érection lors des rapports sexuels et lors des masturbations, parce qu'on en retire évidemment des informations extrêmement importantes. Si tout est aligné, on est dans l'organique. Si il y a une excellente érection du matin et lors des masturbations et pas lors des rapports sexuels, a priori, il s'agit d'un problème plus de sexualité proprement dite et non pas somatique. Bon, on va passer sur tout ça. Juste l'inefficience des IPDE5 dans cette population, vous voyez que c'est majeur. Comme toujours, à chaque fois que la dysfonction érectile est sévère, eh bien, les IPDE5 ne sont pas un recours. Alors, ce profil psychologique un petit peu taillé à la serpe, mais grâce aux items que vous avez inclus dans cette étude, je trouve extrêmement intéressante. D'abord, on voit que beaucoup ont une activité sexuelle conservée. Alors vous me direz, c'est pas forcément l'ensemble de la population des diabétiques, ceux qui viennent sont forcément concernés par la sexualité, mais ça veut dire qu'il y a des diabétiques qui ont envie qu'on s'occupe de leur sexualité et qu'on l'améliore. Vous voyez aussi que tout autant, beaucoup évitent la sexualité. Et ça, c'est un grand malentendu avec les psychologues et psychiatres qui disent « Ah oui, il y a une dysfonction, un dysfonctionnement sexuel parce que les hommes évitent la sexualité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'érection. » En fait, on observe que chez les patients qui ont une atteinte organique, eh bien, beaucoup évitent de se trouver face à l'échec et donc évitent la sexualité, évitent les contacts avec
l'être sexuel, l'autre sexuel, et donc c'est extrêmement intéressant. Et vous voyez aussi, ce sont des gens qui ont plaisir, etc. Donc l'idée qu'il y aurait une neuropathie qui éteindrait le désir, etc. Donc tout ça, c'est pas vrai. Et juste, cette très belle étude, c'est un clin d'œil, je l'ai repris juste pour les diabétiques. Un tiers considèrent que leur vie est absolument insupportable du fait de ce problème d'érection. Les causes non vasculaires. Alors là, je crois qu'il y a deux choses extrêmement importantes. D'abord, il y a un quart de ces patients qui n'ont pas de neuropathie. Donc, quand on dit c'est pas la peine de s'occuper de la dysfonction érectile du diabétique parce que de toute façon ils ont une atteinte neuropathique et que à part un implant ou quand on est un petit peu divers dans la proposition, les auto-injections, il y a rien à faire. Non, c'est pas exact. Un quart, c'est quand même beaucoup. Mais aussi, la moitié a une neuropathie qui, en elle-même, peut expliquer la dysfonction érectile. L'échographie Doppler avec stimulation pharmacologique, là, je ne vais pas être exhaustif dans les détails techniques parce qu'il y a trop de gens compétents autour de moi, mais simplement pour retenir une chose, 90% de ces patients ont un certain degré d'atteinte artérielle. C'est énorme. Et quand on fait les atteintes sévères, A2 et A3 selon la nomenclature CETI, on arrive à 50%. Donc ça veut dire que 50% de ces patients ont une atteinte artérielle qui explique leur dysfonction érectile. Bon, peut-être vous aurez des commentaires. La dysfonction endothéliale est aussi extrêmement importante et elle aussi, c'est 50%. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des fuites veineuses chez ces patients, on le verra. Alors, quand sur l'analyse par échographie, on trouve beaucoup de fuites veineuses, mais attention, beaucoup peuvent être fonctionnelles par défaut d'apport artériel. On n'a pas le temps d'en rentrer dans ce détail. Les traitements, alors ce qui est intéressant, c'est la grande variété des traitements proposés, puisqu'on a 30% d'auto-injection, donc ça veut dire que peut-être, mais ça vous aurez sûrement des commentaires, Hélène et Ronald, cette population diabétique est peut-être un petit peu plus réceptive aux auto-injections pour toutes sortes de raisons. Les IPDE5, alors ça sont les patients qui n'ont pas essayé, et quand on aménage un régime d'IPDE5, quand même chez 20% d'entre eux, on arrive à des résultats. Et puis, les techniques instrumentales, les angioplasties artérielles, et puis la chirurgie des fuites veineuses dans des cas évidemment extrêmement sélectionnés, c'est-à-dire pas d'atteinte neuropathique significative ni d'atteinte artérielle significative. Alors là, c'est une très modeste étude de corrélation. Il est très intéressant de voir que l'IEF5 est corrélé à la durée du diabète, à la fois pour les insulino et les non insulino-dépendants. Donc je trouve que c'est intéressant, je trouve que ça valide l'IEF5, peut-être parce que ce sont des gens âgés, donc qui ont eu pour la plupart une expérience sexuelle, et peut-être que l'IEF5 est plus pertinent que s'il s'agit d'un jeune, par exemple, qui n'a jamais eu de sexualité à cause de fuites veineuses. Vous aurez peut-être des commentaires. Et très intéressant, quand on isole la sous-population des diabétiques de type 2 majoritaire dans l'étude, eh bien, il y a une corrélation entre la durée du diabète et la sévérité de la dysfonction exprimée par le HS pharmaco-induit. Donc, pour les diabétiques de type 2, la durée d'exposition aux facteurs de risque diabétique est un facteur péjoratif. Je crois que ça avait été déjà écrit dans d'autres études et ce n'est pas le cas des types 1. Alors nous n'avons pas beaucoup de type 1, mais bon. Alors juste pour conclure, d'abord c'est une étude en cours puisque si l'on étend à 2 ans, ça fera à peu près 150 patients. Ça sera probablement l'étude la mieux documentée sur le diabète et la dysfonction érectile, puisqu'on aura à la fois l'électromyogramme et l'échographie Doppler. Ce sont des patients, en tout cas ceux qui viennent vous consulter, des patients qui ont une envie de sexualité. Deuxièmement, on peut voir émerger la règle des 3-50. C'est 50% vraiment de facteurs explicatifs, 50% de dysfonction endothéliale, 50% de lésions artérielles, 50% de lésions neurologiques qui expliquent la dysfonction. Alors c'est un peu comme dans
la partie carte de Pagnol, un bon tiers, plus un bon tiers, plus un bon tiers, plus un bon tiers, donc ça fait un peu plus, donc ça veut dire qu'évidemment, il y a des patients qui ont les deux atteintes. Et à retenir, la variété des traitements que l'on peut proposer à ces patients. Très bien. Alors, je suis sûr qu'il y a des commentaires, des questions. Christophe. Il y a deux Christophe. Un à Nice et un dans la salle. Non. Christophe. Juste, quand tu dis pharmaco-induit, c'est pendant l'écho Doppler. Oui, tout à fait. Donc, qui est intéressant parce que ça chante évidemment tout l'aspect psychologique, et puis ça chante aussi la neuropathie. Donc, on est vraiment sur la... Ok. Et l'évaluation, elle est faite par quelqu'un d'autre que par le patient, pour le coup. C'est toi qui donne, enfin, c'est toi, Hélène, qui donne un chiffre à l'EHS quand tu... Oui, à la Voilà, c'est un peu plus, peut-être plus... Oui, dans le compte-rendu que l'on fait, il y a toujours dans la mesure où la réponse au questionnaire, puisque l'étude que vous présente, Eric, a été faite d'après les données du questionnaire et des comptes rendus de l'examen initial, la plupart du temps. On essaye toujours de mettre les 4 EHS, masturbation, matinale ou nocturne, clinique et... lors de l'examen. Alors, il y a un examen, Nicolas n'est pas là, j'espérais qu'il nous suivrait. Il avait dit que même il doit être peut-être. Il est là. Il est là, Nicolas? Oui, oui, je suis là. D'accord. Et donc, j'étais en train de dire que théoriquement, tu devais réexploiter nos données pour le parallélisme entre l'EHS et que tu avais fait sur le plan graphique entre l'EHS et l'UF5. À mon avis, c'est fondamental, c'est quelque chose de très important, parce que l'EHS, c'est très simple. L'UF5, c'est compliqué. Les gens moyennement cultivés, et c'est compliqué pour les gens qui parlent mal le français, et Dieu sait si on en a quand même pas mal. Un autre commentaire, c'est qu'il faut se méfier de ce profil. Bon, diabète et impuissance, il n'y a aucun problème, mais ce que nous voyons au centre, et ça tu l'as souligné, mais on le voit, ce sont des patients qui sont, en errance diagnostique depuis un moment, mais qui ont tous, pratiquement tous, essayé un traitement par voie orale. Donc s'ils viennent, c'est que la voie orale n'a pas marché. Alors, quelquefois, la voie orale n'a pas été bien prescrite. C'est pour ça qu'on en récupère quand même 16 ou 17% en traitement médical simple. Mais traitement médical simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une partenaire qui stimule, il faut qu'il y ait une testo normale, et là, on n'est pas rentré dans le détail des hypotestostéronémies chez les diabétiques, les plus âgés, et il faut que les médicaments soient bien prescrits, et nous privilégions l'association d'un IPDE5 continu, c'est le tadalafil, et puis le sildenafil orodispersible lors de l'acte sexuel. Ça, pour nous, c'est un traitement complet. Ce qui n'est pas le cas des gens qui viennent consulter une première ou une deuxième fois. Voilà le commentaire que je voulais faire. Nicolas, tu veux dire quelque chose ou qui dans la salle? Non, je n'ai rien à rajouter. Je vais faire le parallélisme avec tes données. Ça va arriver. Moi, je me permets, la classification que vous avez présentée dans l'étude, à A0, A1, A2, A3, c'est une classification donc CETI, si j'ai bien compris. Ça correspond à quoi? Hélène, prends le micro.
Alors, c'est une classification, disons, d'atteinte artérielle en fonction de la vitesse systolique à 3 minutes lors de l'examen, avec une injection d'une dose importante de produit, c'est-à-dire un mélange de 40 mg de papaverine plus un EDEX 20. Et donc, l'érection est considérée comme la qualité des artères est considérée comme normale pour une vitesse systolique à 3 minutes supérieure à 50 cm/s, dans la mesure où le produit injecté est beaucoup plus important que lors des mini-tests à 10 microgrammes ou 5 microgrammes d'EDEX. Donc, nous avons établi une classification où c'est normal au-dessus de 50 cm/s. C'est une atteinte A1 entre 50 et 40 cm/s, si je me souviens bien. A2 entre 40 et 25 et A3 en dessous de 25 cm/s. D'accord, merci Hélène. Donc, oui, donc en fait, les situations normales, c'est A2, A3. Alors, oui, essentiellement A2 et A3. Mais disons qu'une atteinte à 1 est déjà assez significative chez certains diabétiques. Oui, d'accord, mais tu as 40 cm/s de vitesse maximale systolique. Alors, avec souvent, il y a aussi, bien évidemment, un amortissement important des flux, c'est-à-dire que la montée est bien entendu amortie en conséquence. Mais alors, quels sont les critères? Le temps de montée, le temps d'accélération? Comment? Quels sont tes critères pour qualifier l'amortissement? Le temps de montée systolique, le temps d'accélération systolique? Non, à l'œil. J'ai pas de critères précis. Mais attends. Comment? Le problème, c'est que ces chiffres, ils n'ont pas. Alors, je comprends bien la classification, hein, mais les chiffres ne sont pas validés sur des études d'imagerie en coupe, par exemple. Parce que les chiffres initiaux des vitesses maximales systoliques sous stimulation pharmacologique étaient quand même corrélés avec des études angiographiques. Donc là, on a des chiffres qui ne sont pas vraiment corrélés avec des études d'imagerie. Ça, c'est une étude qu'on va vraisemblablement faire parce qu'on commence à avoir pas mal d'angioscanners et donc on va effectivement corréler. C'est une idée qu'on va aussi peut-être demander à un de nos étudiants de corréler à ce moment-là avec des angioscanners parce qu'on en demande beaucoup en ce moment. Ça, ce serait très intéressant. Mm-hmm. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous manquons vraiment d'études entre cette hémodynamique et la pathologie artérielle chez ces patients. Quel est à tous les deux, quel est votre commentaire là-dessus? Et je pense qu'il faudra introduire des critères objectifs, temps de montée, temps d'accélération, parce que bon, je pense que il suffit que je regarde mes courbes parce que tout est dedans. Hein. Je n'en doute pas, Hélène, je ne doute pas. On peut les reprendre, oui. Ouais. L'IR est enregistré automatiquement. Déjà, l'indice de résistivité est enregistré. Oui, mais ça, c'est surtout la vitesse. La vitesse d'ascension, ça, oui. La vitesse d'ascension. D'accord. Oui. Excusez-moi. Les corréler comment? Avec de l'angiographie ou avec de l'angioscanner? Parce que l'hémodynamique, on ne corrélera jamais à des anomalies morphologiques. Tu as raison. Donc, je ne sais pas si ça va apporter grand-chose. Qu'il y ait des sténoses et qu'on voit un flux amorti, oui, on pourra dire éventuellement, mais ça sera de toute façon, comme toutes les sténoses, supérieur à 50% ou à 70% qu'on aura un retentissement hémodynamique significatif. Il y a une autre question. Que moi que je pose aux échographistes, entre guillemets.
aux médecins vasculaires qui font de l'échographie, il y a 4 artères, 2 dorsales et 2 caverneuses en moyenne. Il peut y en avoir plus. Quand je fais des études Doppler sur les patients, je fais beaucoup de mini-tests. Je ne fais pas beaucoup de maxi-tests, compte tenu des malades que je vois. Mais quand les dorsales sont malades, on sait automatiquement que ce sont les pudendales qui sont malades. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. Et la classification que l'on donne actuellement, c'est sur la vitesse systolique caverneuse. Je crois qu'il faudrait que l'on induise un critère de localisation lors de l'écho-Doppler, parce que c'est pas la même chanson. Si les dorsales sont normales et qu'on a des caverneuses amorties, c'est une autre pathologie. Mais je pose la question, hein. Ouais. Je la pose la question au médecin vasculaire. Il y en a 3. Il y a souvent des qualifiés et d'autres qui savent. Il y a souvent des variations. Tu as souvent les caverneuses qui sont reprises par des réentrées venant des dorsales, de toute façon. Ça, c'est hyper fréquent, que ce soit à la base de la verge ou même des fois plus en amont, à la base du pénis. Donc, c'est vrai que on ne sait pas toujours, à quel endroit tu enregistres la caverneuse. Tu peux avoir des caverneuses très proximales qui vont être très grêles, où on n'a pas beaucoup de flux, mais qui sont super bien reprises par des réentrées dorsales, et il n'y a pas de problème d'érection, où on a des flux qui sont corrects, on a des érections qui sont correctes, parce qu'il y a des bonnes reprises à partir de ces dorsales-là. Donc c'est vrai que c'est des fois compliqué. Est-ce qu'on tient compte de la sommation de ces 2 artères et on prend et on enregistre là où il y a le meilleur flux, ou est-ce qu'on tient compte du fait que les caverneuses en proximité, elles sont grêles et elles n'ont pas des flux qui sont très bons, ou parfois même elles sont inversées? Est-ce que c'est là qu'il faut aller les enregistrer ou pas? Oui, mais alors, je rappelle, si je peux me permettre, initialement, les vitesses maximales ont été définies par rapport à des images angiographiques. On ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas prendre des chiffres de vitesse et dire celles-là sont normales, celles-là ne sont pas normales. Les critères retenus dans les études angiographiques de la fin des années 80, c'était occlusion, sténose de plus de 50%, quel que soit le territoire. Je suis d'accord avec ce que tu dis concernant l'alimentation par une dorsale d'une caverneuse moyenne ou distale, alors que l'origine est grêle. Mais comment a-t-on le moyen de dire qu'il y a une insuffisance artérielle érectile si on n'a pas une corrélation avec une imagerie? Comment peut-on faire? Jusqu'à présent, c'est ce que l'on fait. Et est-ce qu'on ne peut pas être plus modeste, c'est-à-dire un peu comme on mesure un index bras-cheville chez un artériopathique périphérique, c'est-à-dire ce qui nous intéresse dans l'artériopathie des membres inférieurs, c'est la pression qui arrive à la cheville avec toutes les conséquences cliniques que ça a. Là, finalement, est-ce qu'on ne peut pas proposer qu'un critère nous intéresse ou une valeur nous intéresse, qui est la perfusion pénienne, c'est-à-dire le reflet indirect de la capacité du pénis à recevoir un afflux artériel, finalement, d'où qu'il vienne, et quelle que soit la collatéralité qui l'autorise. C'est une question, hein, j'ai pas... Hélène, tu avais, quand tu nous as fait cours, il y a quelques années déjà, tu introduisais dans ton cours l'index de pression pénienne, mais finalement, tu l'utilises toujours? Non, on l'utilise plus parce qu'avec la qualité à l'heure actuelle des courbes que l'on a sur les artères caverneuses et dorsales, parce que effectivement, chaque fois que je trouve une artère caverneuse très insuffisante et très amortie, immédiatement j'enregistre aussi des dorsales, bien évidemment. Et disons que dans 80 à 90% des cas, les dorsales ont exactement le même profil que les caverneuses.
Et donc, effectivement, on a un peu abandonné ce qu'on faisait à l'époque à ce niveau-là, parce qu'on estime qu'on a suffisamment de renseignements avec les courbes telles qu'on les a maintenant avec les appareils performants. Et parce que quand même, maintenant, on a quand même souvent une vision de l'origine des iliaques internes, et que maintenant, moi, j'arrive à avoir les flux dans les pudendales. Absolument, les flux sur la pudendale et sur les péniennes communes, voilà. On voit relativement bien. Donc, on a quand même pas mal de renseignements intéressants. En tout cas, l'échange que vous avez augure bien du travail que la Société francophone de médecine sexuelle s'est assignée, qui est d'écrire des recommandations et donc des standards sur la réalisation de l'exploration hémodynamique pénienne. Prochainement, vous recevrez tous, puisque vous avez accepté d'être, enfin tous les deux, puisque vous avez accepté de faire partie des gens qui vont être probablement les plus déterminants dans l'écriture de tout ça, une sorte de draft sur les questions posées, mais celle-ci sera à l'évidence une question importante.